Nous vivons une époque où les faux viennent du pouvoir. C'est une tendance générale et ça ne concerne pas que les fausses informations. Prenez la monnaie par exemple. Dans le temps, une livre sterling valait un demi-kilo d'argent. Aujourd'hui, un demi-kilo d'argent vaut 200 livres sterling. Dans le temps, un dollar valait la peau entière d'un cerf. Aujourd'hui, la peau d'un cerf vaut 200 $. Et quitte à parler du dollar, nous avons passé le cap où la moitié de tous les dollars jamais imprimés dans l'histoire l'auront été dans les 20 derniers mois seulement. Évidemment, imprimer de la monnaie à tort et à travers, sans jamais devoir en supporter soi-même les conséquences, c'est beaucoup plus facile que d'industrialiser son pays, stimuler patiemment l'innovation technologique, développer des usines consommatrices nettes de déchets et rechercher le plein emploi. Nous vivons à l'ère de l'inflation et de la fausse monnaie. Le pouvoir est drogué à la facilité. Il ne peut plus faire machine arrière. Alors il a abandonné la vérité pour sa contrefaçon un peu ressemblante. Il a abandonné la monnaie rigoureuse pour des tombereaux de papier sans vertu. Et il a abandonné le réel pour le plus facile récit. Donc aussi vrai que le papier monnaie ne vaut plus rien de réel à notre époque, le papier information est complètement dévalué face à la réalité aujourd'hui. Il est beaucoup plus facile d'imprimer toute une planche de fausses nouvelles que de respecter rigoureusement la très exigeante charte de Munich, dont l'article 3 stipule qu'un journaliste doit dire la vérité et toute la vérité sans jamais dissimuler ce qui le dérange. Or, dissimuler ce qui les dérange, c'est bien sûr la méthode favorite des fact-checkers, celle de la demi-vérité. Mais le respect de la charte de Munich est la seule et unique frontière entre le journalisme et le terrorisme intellectuel. Donc à chaque fois que vous lisez un article, dites-vous bien que s'il ne respecte pas la charte de Munich, s'il met sous le tapis toutes les vérités qui le dérangent, c'est soit un journal à scandale plus à l'aise sur le fond de teint de Kim Kardashian que sur la réalité du monde, soit un acte de terrorisme intellectuel pur et simple. Mais le pouvoir sait aussi produire des fausses nouvelles frontales, directes, sans même passer par la subtilité de la fake news, qu'est la demi-vérité. On l'a bien vu avec la guerre de 2003 en Irak, qui s'est entièrement construite sur des mensonges du pouvoir. Mais pour prendre un peu de recul, goûtons quelques légendaires faux du pouvoir il y a déjà 108 ans, pendant la Première Guerre mondiale. Les Cosaques à 5 étapes de Berlin, c'est la une légendaire du journal français Le Matin en mai 1914. Les Allemands se battent sans conviction, nous écrit le journal Le Miroir en août 1914. Mais j'ai mieux, ce soi-disant témoignage d'un soldat. La guerre, oh, on en faisait un tas de boniments, c'est devenu la vraie vie de château. Qu'est-ce qu'on s'envoie dans le bide, c'est rien de le dire. On est bien mieux qu'à l'atelier ici, on a de l'air, du paysage, bon tabac, bon boulot, bon cuistot, y a pas de quoi s'en faire, nous écrit merveilleusement le journal en février 1915. Il semble que les Allemands soient en retard de 40 ans. Ils procèdent comme en 1870 avec une imagination enfantine et barbare, nous écrivait Lacroix le 19 août 1914. Les Allemands tirent mal, leurs obus éclatent lourdement et les éclats ont peu de force. Le bien nommé L'Intransigeant écrit ça en septembre 1914. Nos troupes d'ailleurs maintenant se rient de la mitraille. Là, au plus fort de la bataille, c'est l'insouciance légendaire du piou-piou français. Le Petit Parisien écrit cette connerie en 1914. Bon, depuis, on a le Parisien tout court, mais la tradition du mensonge effronté demeure. Et enfin, ce superbe ramassis de fake news imprimé par Le Matin le 14 octobre 1916, c'est-à-dire en plein cœur de la bataille de Verdun. Leur artillerie lourde est comme eux, elle n'est que bluff. Leurs projectiles ont très peu d'efficacité et tous les éclats vous font simplement des bleus. Alors vous allez me dire, oui, mais Idriss, l'artillerie allemande, c'est du passé, le pouvoir médiatique et l'État n'oseraient jamais nous mentir aujourd'hui. Mais je pense qu'avant même de finir cette phrase, vous avez déjà en mémoire un des gigantesques mensonges récents du pouvoir. Au hasard, Macron, le premier salarié des Français, qui avait déclaré sur Twitter « Je le dis, je le répète, le vaccin ne sera jamais obligatoire », avant d'effacer pathétiquement cette déclaration seulement quelques mois plus tard, et de faire voter de son propre aveu une obligation d'injection déguisée à l'Assemblée nationale. Maintenant que j'y pense, ce serait pas mal d'arrêter de faire voter au Parlement les théories du complot de l'année dernière, s'il vous plaît. Et comme plus c'est gros, plus ça passe, Macron va déclarer dans la presse subventionnée, en l'occurrence Le Parisien, quotidien de son grand soutien Bernard Arnault, qu'il a très envie d'emmerder tous les Français qui ne se feraient pas percer la peau tous les 3 mois. Bien sûr, cette déclaration a provoqué un tollé général et Le Parisien a péniblement ramé pour allumer un contre-feu, qui leur a prestement pété à la figure dans la demi-journée. Ah, un jour, j'aimerais avoir des harceleurs un peu, s'il vous plaît, au-dessus du niveau intellectuel d'Avrel Dalton, mais que voulez-vous ? On a les ennemis qu'on mérite. Car je ne suis pas Didier Raoult, et c'est bien là que je voulais en venir. Lui, des mensonges frontaux du pouvoir, il en encaisse au minimum 1 par mois depuis 2 ans. Ce qui m'a amené à me poser la question fatidique, existe-t-il un seul Français vivant sur lequel les médias lucratifs ont menti davantage que Didier Raoult? Il m'a fallu longtemps, mais alors longtemps, pour préparer cette vidéo, et je peux vous donner la réponse la plus catégorique qui soit. Non, un Français vivant sur lequel les médias lucratifs ont davantage menti que sur Raoult, ça n'existe pas. Et ce n'est même pas un concours serré en fait. Si vous recherchez qui peut occuper la 2e place, là, vous hésiterez entre le professeur Perron, ou le docteur Fouché, ou la généticienne Alexandra Orion-Claude, ou la députée Martine Vonner, ou le directeur de recherche Laurent Mukieli, ou la biotechnologiste Corinne Reverbel, ou la chercheuse Monique Plaza, ou l'actrice Béatrice Rosen, ou l'avocat Juan Branco, ou l'avocat Fabrice Divisio, ou son suprême baryton du barreau Massimo Bianchi.
Et oui, on est beaucoup, mine de rien. Ou encore tant d'autres, en fait, parmi les héros de la résistance contemporaine. Mais le dab, le padré, le menton, carbure de tungstène qui encaisse au minimum une fake news canonnée par la presse de pouvoir chaque mois pendant 2 ans, c'est Didier Raoult. Comprenez, le pouvoir, c'est le monopole de la violence. Il peut vous éborgner, vous amputer et en dernier recours vous tuer, et là votre mémoire n'aura même pas l'honneur d'exister. Mais le pouvoir, c'est aussi le monopole du terrorisme intellectuel. On remplace le réel par un récit. Et tout ce qui vient contredire ce saint récit doit être éliminé par tous les moyens possibles, en particulier le mensonge direct et le mensonge par omission, qui est, comme vous le savez, le plus immonde de tous. Le problème avec Raoult, cependant, c'est qu'ils en ont beaucoup trop fait. Du coup, leurs attaques sont complètement dévaluées, parce que comme le disait Talleyrand, tout ce qui est excessif est insignifiant. Une attaque contre le professeur Raoult, ça ne vaut plus rien, parce qu'ils ont beaucoup trop fait tourner la planche à fake news. Et quand je dis beaucoup, je veux dire beaucoup trop. Alors allons-y gaiement. De même que pour la vidéo sur Pfizer, vous vous souvenez, la société dont littéralement aucun des médias lucratifs n'a rappelé au public les milliards de dollars de condamnation pour charlatanisme, où là, je ne pouvais pas mettre tout le dossier, je ne réunis dans cette vidéo que les mensonges les plus énormes contre Raoult. Je remercie d'ailleurs toutes les personnes qui m'ont aidé à établir ce compendium des fake news brutales du pouvoir. Nous voilà donc partis pour 18 mensonges publiés dans la presse contre Raoult. Mensonge numéro 1. Si Didier Raoult dénonce les conflits d'intérêts avec l'empire pharmaceutique Gilead des principaux télétoubibs qui s'opposent à la chloroquine, il oublie de déclarer qu'il a lui-même un conflit avec Sanofi qui produit ce médicament générique. Réfutation. Ceci est un double mensonge. D'une part, Sanofi a bien été partenaire fondateur de l'IHU à la demande du gouvernement d'ailleurs, mais Raoult n'a jamais reçu d'argent direct ou indirect du laboratoire comme le confirme la base de données Eurofordox, à la différence des télétoubibs qui attaquent la chloroquine et pour qui les conflits d'intérêts vérifiables se chiffrent en centaines de milliers d'euros. D'autre part, l'hydroxychloroquine est un générique sans brevet et sans marge que des dizaines d'usines produisent dans le monde, donc Sanofi n'a aucun intérêt à sa promotion. D'ailleurs, Raoult a dû batailler contre Sanofi pour s'en faire livrer durant la crise. Mensonge numéro 2. L'hydroxychloroquine est bourrée d'effets secondaires, ma bonne dame. D'ailleurs, effets secondaires graves, bien entendu. Raoult serait responsable de milliers, voire de dizaines de milliers de morts. Mediapart rapporte moult anecdotes en ce sens, qui culmineront malheureusement, pour le saint récit, avec l'inénarrable scandale du Lancet-Gate. Réfutation. Eh bien oui, le Lancet-Gate, c'était évidemment une fraude construite sur une base de données délibérément falsifiée. Pas une simple erreur scientifique comme tant de fact-checkers ont voulu le minimiser, car c'est leur travail de défendre les puissants. L'IHU a administré sa bithérapie à des dizaines de milliers de patients et ces données vérifiables, elles, démontrent publiquement qu'il n'y a eu aucune surmortalité cardiaque. Les études sur l'administration de chloroquine aux femmes enceintes sont absolument catégoriques quant à son innocuité aux doses prescrites. On ne peut pas en dire autant de tout ce que sort Pfizer, par exemple. Mensonge numéro 3. La première étude conduite par Raoult sur l'efficacité de l'hydroxychloroquine n'avait pas de groupe contrôle. Et oui, je me souviens que même moi, je m'étais laissé intoxiquer par ce mensonge repris en cœur par toutes les sectes no-fake-med. Mais réfutation maintenant. L'étude avait bien un groupe témoin à l'hôpital de Nice. Il n'était pas en double aveugle, rien de plus. Il aurait été immoral, bien entendu, d'administrer de l'eau sucrée ou n'importe quel autre placebo à des patients juste pour voir s'ils survivent quand même. C'eût été un parjure direct aussi au serment d'Hippocrate, ainsi qu'une contravention à la déontologie des essais médicaux. Entendez concrètement, les terroristes intellectuels en veulent à Raoult de ne pas être tombé dans ce piège, parce que s'il avait fait son étude en double aveugle, là, ils auraient pu l'abattre justement pour avoir donné des placebos à des patients à risque, et l'ordre des médecins s'en serait certainement régalé. Mensonge numéro 4. Les études médicales sans double aveugle ne sont pas fiables. L'étalon or reste l'étude randomisée en double aveugle multicentrique. Là aussi, même moi, dans les cours de mon master de biologie à la faculté de médecine de Paris-Descartes, donc censée être prestigieuse, j'avais été entraîné dans cette croyance, qui s'avère complètement fausse. Réfutation en effet. Les études en double aveugle randomisées, parce qu'elles coûtent effectivement très cher à réaliser et créent une barrière d'entrée considérable, sont toujours favorisées par l'industrie pharmaceutique, pour en avoir le quasi-monopole. Mais d'une part, elles posent des problèmes d'éthique évidents dans le cadre de maladies graves, on va donner un faux traitement à des malades qui pourront en mourir. D'autre part, elles présentent de nombreux biais très problématiques sur le plan scientifique. Par exemple, les patients qui acceptent d'y participer, déjà ne sont pas représentatifs de l'ensemble des malades, parce qu'ils savent, bien entendu, l'ensemble des malades qu'on pourra leur donner un placebo, donc ils ne vont pas forcément y participer. Les données sont plus hétérogènes et donc les effets comparés au groupe contrôle sont beaucoup moins clairs à interpréter. Pire que ça, plusieurs travaux ont montré depuis longtemps, 2000 en fait, donc ça fait déjà 22 ans, que les études observationnelles sont plus fiables que les études randomisées, parce qu'elles comportent moins de bruit statistique. C'est dans les travaux de Concato et collaborateurs publiés dans le prestigieux New England Journal of Medicine, en le vieillant 2000 déjà. Je m'arrête donc 2 secondes sur ce point, parce qu'il faut rappeler ô combien tous ces nouveaux méthodologistes du dimanche, comme Enthoven typiquement, sont venus réciter ce mantra du double aveugle comme de bons petits soldats, mais sans rien y connaître en réalité. Et c'est toujours ça le problème. Ils s'y connaissent en récit,
Mais ils ne s'y connaissent pas en réel. Et s'y connaître en récit, c'est beaucoup plus facile que de s'y connaître en réel. En fait, la plupart des traitements utilisés en infectiologie ont été validés par des études observationnelles. Mais exiger un double aveugle multicentrique, c'était garantir qu'aucun petit laboratoire ne pourrait proposer de solution. Et pour enfoncer le clou, une étude multicentrique réalisée en double aveugle par la docteure Maya Cortés et son équipe au Mexique avait observé qu'un médicament homéopathique était plus efficace que le placebo et même que le Prozac sur la dépression. Mais là, soudainement, le double aveugle est plus si génial que ça, puisqu'on lui a demandé de bien vouloir rétracter son article sans aucune raison valable selon le professeur de médecine Michael Frass du CHU de Vienne. En bref, l'hystérie du double aveugle favorise déloyalement l'industrie pharmaceutique. Évidemment. Mensonge numéro 5. Raoult a exclu les morts de sa première étude pour tricher. Gros mensonge ça. Réfutation. En réalité, la première étude suivait le portage viral, pas la survie qui est impossible à mesurer sur un si petit groupe. Le but de cette étude était de partager au plus vite des données vérifiables sur les premières façons de réduire la contagion. Et là oui, évidemment, désolé messieurs dames, mais un mort, ça peut pas prendre de traitement. Cependant, les travaux ultérieurs ont bien démontré que la chloroquine réduisait la probabilité de mourir. En effet. Mensonge numéro 6. La première étude était une expérimentation sauvage et illégale. Réfutation. Mais c'est dingue, il y a des gens qui ont vraiment propagé cette diffamation pure et simple. Dans le monde réel, pas dans le monde du récit, par contre, le parquet a examiné une dénonciation et l'a évidemment classée sans suite, n'ayant absolument rien trouvé à redire à la façon dont la première étude de Raoult a été menée. Mensonge numéro 7. Raoult a minimisé le danger du Covid, il s'est trompé en parlant de grippette, qui ferait moins de morts que les accidents de trottinette. Réfutation. Soit ces phrases sont fausses, soit elles sont sorties de leur contexte. Et n'oubliez jamais, un texte sans contexte est un prétexte, un demi-fait est un méfait. Dans le monde du réel, pas dans le monde du récit, Raoult a toujours déclaré que les prédictions de mortalité étaient impossibles. Quant au mot grippette, il ne l'a simplement jamais prononcé, ajoutant que le Covid constituait une peur raisonnable au contraire, mais que la panique pouvait causer beaucoup de morts en elle-même, comme les États-Unis l'ont démontré. Et ce qu'interroge aussi les chiffres parisiens, comparé à ceux de l'IHU où le taux de mortalité total, donc incluant les personnes les plus à risque, aura été de 0,1%, soit moins que certaines grippes en effet, il faut dire que l'excès de mortalité, dû à la stratégie du restez chez vous et prenez du Doliprane, aurait lui mérité d'être étudié un petit peu plus par contre. Des déséquilibrés ont écrit que Raoult avait du sang sur les mains, mais alors quel sang doit-on au confinement médiéval saupoudré de paracétamol, je vous le demande? Un rapport récent a montré que dans un hôpital public délabré et dont plus de 17 000 lits ont été fermés sur 10 ans, le Covid n'a représenté que 2% des hospitalisations en 2020, donc avant la campagne d'inoculation, au passage. Et la mortalité n'a pas été pire que celle de la grippe de 2017, sans même parler de la surestimation des morts Covid par les comorbidités. Si les autres maladies respiratoires tuaient déjà plus de 4 millions de personnes chaque année dans le monde selon l'OMS, contre 2,3 pour le Covid, rappelons que le nombre de morts total à Taïwan aura été de 12, pas milliers, pas centaines, pas dizaines, juste 12, jusqu'en mai 2021 pour 23 millions d'habitants. Donc oui, moins que les accidents de trottinette dans un pays voisin direct de la Chine en plus. Mensonge numéro 8. Raoult gonfle son index de publication en publiant dans des revues amies. Réfutation. Alors ce mensonge est dû au sociologue Yves Gingras dans le journal Le Monde. Le problème c'est que ce monsieur oublie de préciser que ce sont moins de 8% des articles de Raoult qui sont publiés dans des revues où siègent des collègues. En tant que sociologue des sciences, Gingras savait qu'une telle proportion est banale pour n'importe quel chercheur. Une enquête indépendante par le rédacteur en chef du journal où Raoult a publié un article incriminé sur la chloroquine, n'a révélé aucune irrégularité dans le processus d'évaluation. Caramba, encore raté. Mais c'est pas fini, l'argument de Gingras est une escroquerie parce que le H-index est calculé sur les meilleurs articles, ceux publiés dans les revues les plus prestigieuses comme Science ou Nature, là où aucun copain de Raoult ne siège de toute façon. Donc même en excluant des centaines de petites publications de Raoult, personne en France n'a son CV en maladie infectieuse, c'est même pire que ça. Les 2 premiers meilleurs dans le domaine, à eux 2 n'ont pas le CV de Raoult. C'est donc pour ça qu'il faut mentir sur lui à longueur de journée, la forteresse sera très dure à prendre. Mensonge numéro 9. Raoult a fait un faux témoignage, carrément, devant la commission d'enquête du Parlement, en déclarant que le taux de mortalité en réanimation était supérieur à Paris par rapport à Marseille. Ce mensonge bien gras est dû à l'inénarrable Martin Hirsch. Réfutation. Alors pas de bol, parce que Raoult s'est fondé sur les chiffres publics de l'AP-HP, donc à Paris, et donc il a collé au passage un procès en diffamation à Martin Hirsch. Il a témoigné d'ailleurs, Raoult toujours, avoir reçu des pressions quant à cette plainte, pour l'enlever évidemment, tu m'étonnes, parce que le macro-opportuniste Hirsch en correctionnel, c'est pas très bon pour le saint récit. Mais revenons aussi sur les vraies foutaises qui ont été, elles, prononcées par des ennemis jurés de Raoult, sans répercussion. Quand Karine Lacombe déclare devant le Sénat que 80% des hospitalisés sont des non-vaccinés, c'est un vrai mensonge pour le coup, et devant des élus. Quand Gilbert Deray
déclare avoir vu des IRM d'enfants atteints du Covid et qu'ils ressemblent à la maladie d'Alzheimer, De Ray est néphrologue, pas neurologue juste, c'est un mensonge pur et simple, mais les fact-checkers, qui sont les protecteurs du saint récit, feront tout pour empêcher le mot mensonge d'être utilisé, ce sera une simple erreur. Seulement non, inventer de fausses IRM qu'on n'a jamais vu quand on est médecin, c'est un mensonge gros et gras, y a pas d'autre mot. Et quand la Combe fait la promotion du remdesivir, cette molécule toxique qui a brûlé 1 milliard d'argent public, c'est pas un mensonge. Quand Hirsch déclare sensationnellement que le variant Omicron est un sniper, alors qu'au même moment, l'OMS déclare que dans le monde, il n'a fait aucun mort. N'est-ce pas là aussi une grasse foutaise? Mensonge numéro 10, magnifique. Raoult aurait recommandé d'utiliser du Vicks Vaporub contre le Covid-19. Bon, réfutation. Alors ce double mensonge avec récidive est dû à l'Express, évidemment, donc au groupe surendetté Altis. Et j'attire votre attention sur le fait que même en sachant pertinemment que c'est un mensonge, Altis n'a toujours pas retiré son article et ne s'est jamais excusé. C'est ça le terrorisme intellectuel dans toute sa splendeur. Dans le monde réel, pas dans le monde du récit, Raoult n'a jamais demandé d'utiliser du Vicks. D'ailleurs, vous imaginez bien que s'il avait fait une connerie pareille, l'ordre des médecins l'aurait fusillé sur place. Il a simplement demandé pourquoi il n'y avait pas davantage de recherche sur certaines molécules sans brevet, comme l'ivermectine, et jusqu'à mentionner la composition du Vicks. Mais Altis l'Express est une publication toxicomane du mensonge et du sensationnalisme, donc pour faire plus juteux, tout cela devient Vicks Vaporub, que Raoult bien entendu n'a jamais mentionné. Mensonge numéro 11, Raoult s'est trompé en disant qu'il n'y aurait jamais eu de deuxième vague. Réfutation, un texte sans contexte est un prétexte toujours. Dans le monde réel, Didier Raoult a affirmé plusieurs fois que la maladie pouvait devenir saisonnière. Il a été parmi les premiers à repérer les variants quand Karine Lacombe affirmait que le virus ne mutait pas. L'article de RTL qui fait cette fausse déclaration n'a toujours pas été ni rétracté, ni excusé, ni souligné par les fact-checkers. La réalité, toujours, c'est que Raoult répondait au récit du gouvernement qui, tentant de justifier les restrictions de liberté de l'époque, évidemment évoquait un risque de rebond si les mesures sociales étaient relâchées. Raoult a contredit cette théorie bidon, évidemment. On a d'ailleurs tenté de cacher pendant 4 mois la véritable origine des nouvelles infections, à savoir un mutant, comme il l'avait dit, issu d'élevage de visons. Mensonge numéro 12, la brillante scientifique, Elisabeth Bick et un groupe désintéressé auraient trouvé des centaines, attention, de fraudes scientifiques dans les travaux de Raoult, et celui-ci aurait voulu judiciariser le débat en les assignant en diffamation. Bon, soyons sérieux maintenant. Là encore, c'est la machine à fake news Altis l'Express qui mène la charge contre le réel en défendant un récit qui malheureusement ne tient pas la contre-expertise. Sur les 246 articles, sur 3500, c'est-à-dire 7%, identifiés par les harceleurs de Didier Raoult, il n'existe en réalité, que 4 cas réels d'erreurs graphiques, qui non seulement ont été corrigés, mais en plus ne changent rien au résultat des articles. On est loin donc, par exemple, des fausses déclarations frontales de Gilbert de Rais avec son histoire des Covid Alzheimer enfants, que les fact-checkers avaient là pour le coup appelé en toute bienveillance une simple erreur. Ce deux poids deux mesures ne peut que nous étonner, et à plus forte raison quand l'interprétation spéciale de Madame Bick contre Raoult se retourne contre elle. La brillante scientifique a effectivement pratiqué des prélèvements médicaux non autorisés, un fait plus grave que les accusations qu'elle a menées contre Raoult. Elle a touché une rémunération d'une société frauduleuse perquisitionnée par le FBI, donc comme symbole d'intégrité on fait mieux. Et elle aurait, selon plusieurs sources, déjà été rémunérée pour ternir la réputation de ses clients. Le site PubPeer sur lequel Bick a procédé à ces dénonciations a été lui-même dénoncé par le CNRS comme instrumentalisable. Le niveau de débilité de ces attaques contre Raoult culmine dans la critique du nom de certaines bactéries découvertes par ses équipes. On lui reproche de les avoir appelées Timonensis, du nom de la Timone, ou Massiliensis, du nom de Marseille. C'est dire si ces références d'intégrité volent haut, mais ces imbécilités ont été évidemment reprises sur Wikipédia. Bick aura aussi accusé Raoult, non pas une fois, non pas 2 fois, mais 22 fois sur le site PubPeer, de pratiquer une science colonialiste. Mais c'est ça la référence en intégrité. Ok, de la part d'un docteur décoré, lui, de la plus haute distinction sénégalaise. Mensonge numéro 13 maintenant. Raoult aurait changé d'avis sur l'hydroxychloroquine, ça c'était une folle rumeur lancée en l'occurrence par un obscur nutritionniste. Bon, réfutation. Non, Raoult n'a jamais admis que la chloroquine était inefficace pour réduire la mortalité, jusque ses premières études ne concluaient que sur le portage viral, ce qui est tout à fait exact, et n'avait pas assez de patients pour tirer cette première conclusion. Je serais malhonnête de ne pas mentionner que même le journal du dimanche, là pour le coup, a eu le courage de débunker ce mensonge contre Raoult. Mensonge numéro 14. Alors là, on entre dans de la bonne grosse diffamation, du sensationnalisme, de la déformation des faits, donc vous pouvez être sûr que ce sera une publication du groupe Altis, what else? Énorme mensonge donc, Libération dénonce des factures salées de l'IHU. Allez c'est parti, réfutation. Un vrai journaliste aurait indiqué que les factures mentionnées ne sont pas émises par l'IHU de Didier Raoult mais par l'assistance publique Hôpitaux de Marseille. Donc elles correspondent aux tarifs fixés par l'État, bande de débiles. Un vrai journaliste aurait aussi souligné la vérité que depuis la crise Covid, la tarification à l'acte médical a été suspendue et que ces factures ne rapportent même pas d'argent à la PHM, encore moins à l'IHU. Mensonge numéro 14, c'est chez Mediapart, mais pour être rigoureux, les mensonges de Mediapart émane toujours de la même auteure, Madame Pascale Pascariello. L'IHU aurait mené des expérimentations sauvages sur la tuberculose. Réfutation.
On recycle donc en 2021 le même récit et la même dénonciation qui avait été classée sans suite en 2020, mais place au réel maintenant. Didier Raoult n'a rien à voir avec cette histoire. Des médecins de l'IHU ont traité effectivement des patients tuberculeux en 2017, mais n'ont réalisé aucune expérimentation. Un vrai journaliste n'aurait pas confondu traitement et expérimentation. Un vrai journaliste n'aurait pas tenté de salir Raoult sur cette fake news en or massif. Pas d'excuses à ce jour. Mensonge numéro 15. Non contente d'avoir violé la charte de Munich, Pasquariello récidive dans Mediapart, Raoult serait lâché par ses équipes qui dénoncent rien moins qu'une falsification des tests PCR dans sa toute première étude sur la chloroquine. Réfutation. Le chercheur Philippe Frogel va immédiatement accuser Mediapart de manque de professionnalisme et il aura bien raison. Le mensonge publié dans ce journal est basé sur une mystification pure et simple concernant la façon dont fonctionnent vraiment les tests PCR. Mais au-delà, l'article tente d'ouvrir une polémique avec 12 mois de retard, car entre-temps, ce sont 303 publications scientifiques à comité de lecture qui sont librement disponibles et analysées collectivement sur des sites indépendants, comme par exemple hcqmeta.com, qui conclut en toute rigueur scientifique, écoutez, la probabilité qu'une molécule inefficace ait produit par hasard les données observées dans ces études est de 1 sur 1 million de milliards. On est loin des fraises tagada du biologiste improvisé Raphaël Enthoven. Ajoutons que la chloroquine est médicament prescrit tous les jours contre la Covid-19, non pas dans quelques pays, mais dans la majorité des pays membres des Nations Unies. Ça, c'est le réel, pas le récit, qui nous amène à démontrer d'ailleurs un mensonge de plus. Mensonge numéro 16. Bruce Toussaint déclare que tous les essais ont démontré que l'hydroxychloroquine n'était pas efficace, ce qui explique que Raoult soit accusé de fraude. Réfutation. Toussaint ment, car il ne pouvait ignorer que l'on était déjà, à l'heure où il parle, à 303 études scientifiques, et donc à une probabilité que les effets observés soient causés par une molécule inefficace inférieure à une chance sur 1 million de milliards. Ce qui est d'ailleurs très au-dessus de la plupart des molécules prescrites, toutes maladies confondues. Si Toussaint avait raison, il faudrait réécrire tout le Vidal, mais avec des si Toussaint avait raison, on met Marseille en bouteille. Pire, Toussaint oublie déloyalement et en contravention directe de la charte de Munich de souligner que les essais Recovery et Discovery sur la chloroquine n'ont jamais été menés à leur terme scientifique. Le premier essai était sous-dosé et a été interrompu par le Lancet Gate, l'autre était surdosé 4 fois, ce qui est gravissime sur le plan déontologique et confine tout simplement au crime, et aucun ne testait le protocole Raoult incluant l'azithromycine. Malgré cela, les 2 essais observaient un effet de plus de 20% sur la réduction de la mortalité. Étrange. Mensonge numéro 17, Toussaint toujours. Dire que Bill Gates possède une influence majeure et illégitime sur l'OMS est un dérapage complotiste. Réfutation. Là, il est tout à fait factuel que M. Gates, qui n'est pas un scientifique et pas un élu non plus, possède la plus large influence financière cumulée sur l'OMS via sa fondation familiale et la fondation Gavi qu'il a créée et dotée. Arte avait d'ailleurs intitulé un reportage de 2017 sur le sujet « L'OMS dans les griffes des lobbyistes », quand la prestigieuse École de guerre économique avait également rapporté cette influence dès 2014. Aucune excuse n'a été faite au professeur Raoult à ce jour. Mensonge numéro 18. Enfin, l'ordre des médecins a condamné Raoult pour prescription illégale de l'hydroxychloroquine. C'est entièrement faux. Raoult n'a reçu qu'un blâme pour sa communication publique, en particulier avec ses collègues, communication jugée donc trop peu confraternelle. Mais on se demande ce qu'a à dire l'ordre des médecins quand le professeur Raffi de Nantes l'appelle pour le menacer de mort au téléphone, quand Gilbert Deray invente des IRM d'Alzheimeriens chez les enfants, ou quand une bande de harceleurs diffame Raoult purement et simplement en le traitant de charlatan, voire en disant allons-y qu'il a du sang sur les mains. Et puisqu'ils osent tout, les mêmes qui n'avaient pas réagi aux menaces de mort contre Raoult, se déclarant victimes collectives de menaces. Dans Altis l'Express, évidemment, quand on veut du fumier, on va à la porcherie. Alors, en définitive, qui est Didier Raoult, pour de vrai? C'est le chercheur le plus cité au monde en maladies infectieuses, c'est aussi le co-auteur de plus de 77 brevets biotechnologiques, avec des applications aussi variées que les maladies tropicales, l'immunologie, la cancéro ou la lutte contre le bioterrorisme. Cet homme a sauvé plus de vies directement ou indirectement que la totalité des télétoubibs qui ont propagé des mensonges parmi les plus abjects contre lui. Et quand il ne brevette pas des méthodes de détection de vecteurs bioterroristes, il trouve aussi le temps de poser des découvertes assez fondamentales pour secouer toutes nos connaissances sur les origines du vivant, avec son identification des virus géants en général. Quant à ceux qui l'attaquent, ils utilisent toujours les mêmes méthodes sales. Découper la vérité un jour, sortir du contexte l'autre jour, mentir caché sans pitié le lendemain, calomnier, il en restera toujours quelque chose. Et la loi de Brandolini est formelle. Il faut au moins 10 fois plus d'efforts pour réfuter la foutaise qu'il n'en faut pour la produire. Et comme les harceleurs de Raoult sont nombreux, eh ben il m'a fallu à moi plus d'1 mois pour produire cette vidéo, et grâce à l'aide de bénévoles que je salue encore. En fait, Raoult a été tellement diffamé en bande organisée qu'on pourrait l'établir comme unité de mesure de la résistance au mensonge. Et oui, on crée comme ça des unités de mesure spéciales. Par exemple, un Warhol, c'est 15 minutes de célébrité. Ce qui fait que Leonardo DiCaprio, qui est célèbre depuis environ 28 ans, mesure 1 méga Warhol. Rocco Siffredi a eu autour de 5000 partenaires sexuels. D'après un sondage Ipsos de 2015, le français moyen peut revendiquer autour de 2 milli Siffredi. Moderna et Pfizer gagnent $1000 par seconde grâce aux inoculats. Bah du coup, un institut
instituteur à 1600 € brut mensuel gagne 0,6 microvax. En physique, un watt, c'est un joule par seconde. Et en radiobiologie, un sievert, c'est une dose de radiation équivalente à 1 joule par kilo. On est à peu près sûr de mourir à 5 sieverts, par exemple. Eh bien, le Raoult, c'est la capacité à rester debout, digne et productif, avec au minimum un mensonge par mois pendant 2 ans. Et en plus, ce sont des mensonges qui sont rediffusés, récupérés, amplifiés par des médias lucratifs sans aucun scrupule, qui ne s'excusent jamais. Mais Raoult est toujours là. En comparaison, sur moi, vous savez que ce sont toujours plus ou moins les mêmes mensonges qui tournent en boucle depuis 2016. J'ai imprimé mes 3 doctorats dans une cave obscure avec ma panoplie du petit imprimeur. J'ai jamais été invité à Stanford au département de mathématiques. Je n'ai jamais été stagiaire en neurosciences au Collège de France et à Cambridge. Encore moins 2 fois, vous imaginez bien. Et allez, on peut rajouter quelques délires plus récents. Je travaille pour Xi Jinping, pour Macron, si. Pour le Maroc, pour l'Algérie, pour les sionistes ou pour Vladimir Poutine. J'ai pas encore vu la CIA, ni les Raéliens, mais ça devrait pas tarder. Mais alors donc, disons sur moi, vous avez 8-9 gros mensonges en 6 ans. Eh ben, ça ne fait que 125 milli-Raoult. Voilà ce que je vaux. Je conclus donc par ce théorème que nous méritons bien d'avoir démontré ensemble. Il n'existe aucun Français vivant sur lequel on a déversé plus de mensonges publics différents que Didier Raoult. Aucun Français vivant n'a été autant calomnié, diffamé, couvert de mensonges acharnés et sans scrupule du pouvoir. Et pourtant Didier Raoult est toujours là, plus combatif que jamais. Réfléchissez à ça. Parce que moi, j'y réfléchis beaucoup.